C'est qu'on est acteur de nos vies et pas spectateur de celles des autres. Moi, maire, député, mais putain, le sport m'a tellement apporté. Et sortir le cul des vaches, c'est pas du tout péjoratif. Hein. Je veux dire, je dis souvent qu'il faut 6 muscles pour sourire, 42 pour faire la gueule. Hein. Puis ça fait bientôt 40 ans que je suis en vacances. Sa devise pourrait être plus haut, plus vite, plus loin. Je vous emmène dans le tourbillon d'une vie, celle de Carl Olive. Homme pressé qui ne s'arrête jamais. Tu fais une petite pause pour nous, Carl? Allez, parti. C'est vrai, tu restes avec nous, avec grand plaisir. on va essayer d'aller dans les recoins de ta carrière et de ta vie, te faire des petites surprises, ça te va? Ah, très bien. Il y a quelques-uns de recoins. Hein. Alors, c'est pas du Guillaume Musso, mais sa vie, c'est un roman sur Charlie, Carl Olive. C'est parti. Retour à l'Assemblée nationale, dans l'un des salons, Visconti, l'immeuble Chaban-Delmas. Carl, ça peut pas être un hasard, ça a été un grand président des Girondins de Bordeaux. On va évidemment parcourir, j'allais dire ta carrière, mais tu as fait tellement de choses que ça a été épique de parcourir un peu tes envies, tout ce que tu as pu faire dans ta carrière. On va essayer de balayer tout ça et puis d'essayer de te connaître un peu mieux. C'est l'objectif de Charlie. Merci déjà d'accepter de venir sur notre chaîne YouTube, sur Charlie. On est très honorés. Bah, d'abord, ça me fait très plaisir de te revoir, Ludo, parce qu'on a passé tellement de temps à Canal ensemble dans une époque que je crois qu'on ne pourrait pas revenir maintenant. Et puis moi, ça me fait plaisir de te retrouver. Puis je suis très heureux finalement, il y a un point commun, c'est qu'on est acteur de nos vies et pas spectateur de celles des autres. Et ça, c'est déjà beaucoup. On va rentrer dans le vif du sujet. Je me demandais que dirait le petit garçon de la cité populaire de la Coudray, à Poissy. Qu'est-ce qu'il le regarderait comment? Que je suis aujourd'hui ce que j'imaginais être quand j'avais 7 ans. C'est marrant parce que quand j'avais 7 ans, je me baladais dans les rues de Poissy et je rencontrais les gens, je les croisais, je me disais dans ma tête, un jour vous verrez, peut-être que vous me verrez à la télé. Je me disais ça quand j'avais 7 ans. J'en avais aucune idée finalement. Et c'est pas le fait d'être à la télé, c'est finalement d'être heureux de rencontrer les gens. Voilà, donc pas plus, pas moins. Qu'est-ce qu'il dirait? Moi, ce que je veux qu'on me dise, c'est que finalement, tu es toujours le même. Tu n'as jamais changé. Quand tu avais 7 ans, j'en ai 56 aujourd'hui, que je reste le gamin que j'ai toujours été dans ma tête. Est-ce que tu as 4 frères, une sœur, ton papa a été cadre dans l'usine Renault, Peugeot pendant très longtemps, pendant 40 ans je crois. Est-ce que tu as eu une enfance heureuse? Très heureuse. Magnifique enfance. Parce que ma mère était orpheline très tôt. Et j'ai eu la chance d'avoir 4 frères et une sœur fabuleuse. Et mon père a effectivement fait 42 ans de crèmerie chez Simca, Chrysler, en étant ouvrier, en devenant 4. Tu vois, j'ai beaucoup d'émotions dans ce que je te dis. Très heureuse parce qu'on a toujours vécu la première personne du pluriel. Et ma petite maman, qui me manque tellement, était à l'époque fille de fermière, mais elle était orpheline très tôt, à 3 ans et 5 ans. Et on a toujours les cousins de Bretagne. Donc en fait, on a toujours vécu, comme je dis, dans l'amour de l'autre, sans jugement, dans le respect et je dirais dans la solidarité et vraiment la fraternité. Et je dirais, quelles que soient les origines, la race, la religion, ça, c'était pas un sujet chez nous. C'était le quotidien. Ça se voit dans ton parcours et dans ce que tu véhicules. Tes valeurs, ta passion, ton dynamisme, parce qu'on va beaucoup en parler. Ça vient de là, c'est tes parents qui t'ont transmis? Oui, mon papa faisait ce qu'on appelait à l'époque les 3-8, hein, c'est-à-dire que c'était le matin très tôt, puis la semaine d'après c'était l'après-midi jusque très tard, et puis la semaine suivante c'était la nuit. Et autant dire que quand c'était la nuit, valait mieux pas la ramener la journée, parce que mon père en fait dormait la journée. Et puis nous on passait notre journée à jouer au foot. Hein. Nous, on passait notre journée à jouer au foot, avec mon frère aîné qui était né en 1956, jusqu'à ma sœur qui est née en 1971. Je pense qu'il n'y a pas une journée de mon enfance où je n'ai pas joué au foot, avec mes frangins, avec les copains, avec les copines, puis avec ma frangine. Avec ma frangine, je me souviens par exemple de 1977-78, l'équipe de France de football de Platini, et de 81 quand on joue contre l'équipe des Pays-Bas. 2 heures avant le match des Pays-Bas, quand Platini va mettre un coup franc à Van Breukelen. Mais avec ma frangine, on fait les coups francs et dans les buts, je fais des coups francs, etc. Ah non, mais nous, ça coule dans les veines. Alors justement, ta sœur, on va en parler un petit peu, c'est Brigitte Henriquez. Je pense que peut-être que le grand public n'a jamais fait le rapprochement. C'est un personnage assez incroyable, ta sœur. Et ça tombe bien parce qu'elle voulait s'adresser à toi et nous parler justement, on est toujours sur cette période où vous étiez tout petit. Elle a, des anecdotes et des souvenirs. Le parcours de Carl,
hors norme. Bien sûr qu'il est hors norme et pour moi, il m'a toujours inspiré depuis que je suis petite, puisqu'en fait, on était 8 à la maison, dans notre belle maison à Andrézy, où on était 2 par chambre. Et moi, j'étais avec Karl. Donc en fait, voilà, c'est souvent comme ça avec le le frère ou la sœur qui est juste au-dessus. Bah, en tout cas pour moi c'était un modèle. Je voulais m'habiller comme lui déjà dès que j'étais plus jeune. Et puis, bah, comme il jouait au foot et qu'on le suivait partout avec mes parents, bah, je voulais faire tout comme lui. Voilà. Et puis après, au-delà de ça, bah, j'ai toujours été en admiration et ça continue. Tout simplement parce que Karl c'est quelqu'un de sincère et il aime donner aux gens. Et tout ce qu'il fait, en fait, c'est par passion. Et je crois que ce qui m'a le plus, guidée, c'est vraiment cet homme de terrain qu'il est, en fait. Il dit souvent qu'il faut aller sortir le cul des vaches. Et je sais que ça, c'est quelque chose que moi, dans les responsabilités que j'ai occupées, j'ai toujours retenu que c'était sur le terrain qu'il fallait aller écouter les gens si on voulait, mettre en place des actions, réalistes et réalisables. Elle est assez dithyrambique sur toi, sur ce que vous avez vécu tous les deux. Et je veux m'arrêter un instant sur Brigitte Henriquez parce que quelle bonne femme, quel parcours. Elle a 32 sélections en équipe de France, il faut le dire. Elle a été co-organisatrice de la Coupe du Monde, vice-présidente de la fédération, première femme présidente du CNOSF. Elle est fière de toi, mais j'imagine que... Oui, bah, c'est ce que j'allais dire, Ludo. Là, c'est un miroir, parce que je pourrais dire la même chose de ma petite sœur. En fait, ma sœur est née en 1971, et je pense secrètement que mon père, il ne sera pas là, malheureusement, je pense à lui pour y répondre, mais voulait une fille. Il a commencé par avoir un mec en 56, un mec en 57, un mec en 58, un mec en 61, un mec en 69, et il a eu sa fille en 1971. Et je pense qu'il voulait faire de sa fille la Nadia Comaneci des temps modernes. Nadia Comaneci, la gymnaste fabuleuse de 1976 aux Jeux Olympiques de Montréal, exactement. Sur tous les agrès, etc. Oui, sauf que Brigitte, elle a commencé sa carrière de gymnaste par une carrière de footballeuse avec les frangins. Donc au début c'est une passe de passe, puis après c'est un but de but, puis après c'est on joue tous les jours ensemble, puis après c'est le père qui comprend qu'il n'y aura pas de gymnase dans la famille, mais certainement un nouveau footballeur, ou plutôt une nouvelle footballeuse, puisque nous autres les 5 frangins on voulait être footballeurs professionnels. Finalement il y en a qu'un qui a réussi, plutôt une. C'est ma sœur. Plus que réussi parce qu'elle est en équipe de France. Plus que réussi parce qu'elle a été, d'abord elle a été 5 fois championne de France, elle était en équipe de France, elle était vice-présidente de la Fédé, secrétaire générale de la Fédé, puis derrière elle a été au CNOSF, et puis derrière elle a été effectivement coprésidente, tu l'as dit, de la Coupe du Monde féminine en 2019. Oui, c'est une femme qui est très 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 énergique, et je dirais, c'est comme si c'était une jumelle. C'est-à-dire que ma sœur, que j'aime du plus profond du cœur, on a cette faculté à passer notre vie à bosser, mais en fait, on est tellement passionné. Juste, peut-être un bémol, c'est que c'est bien de toujours mettre l'humain au cœur des organisations. Il faut jusqu'où, je crois, savoir jusqu'où on peut ne pas aller, quoi. J'ai une grande frustration, qui est pour moi l'une des plus grandes tristesses de ma vie, c'est de voir la manière avec laquelle elle s'est fait bouler du Comité national olympique sportif français, tout simplement parce que c'était une femme et tout simplement parce qu'elle voulait changer les choses. Mais quel parcours! Et surtout, comme c'est quelqu'un de très fort, et on a compris que dans la famille Olive, on savait rebondir, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle rebondisse. Oui, bah, elle a déjà commencé à le faire, et tant mieux. Malheureusement, la vie qu'elle a eue, et aussi à titre personnel, on y reviendra peut-être, une vie cabossée, mais oui. Et en fait, on n'a pas le choix, parce que, disons-le, la vie est belle. Malgré tout, la vie est belle. On va basculer dans le journalisme. C'est 20 ans de ta vie. On a pratiquement les mêmes dates. Toi, tu as commencé en 89. Moi, c'était 2 ans plus tard. Tu es passé évidemment par Yveline Première. Juste un mot sur ses débuts, parce que c'est là que tu découvres le foot, le journalisme, le Paris Saint-Germain, on va y revenir, peut-être que c'est lui qui t'a fait la courte échelle la première fois, Didier Roustan, qui est c'est difficile de le décrire, Didier. Moi, j'ai commenté avec lui, j'ai eu cette chance. Journaliste, romantique, interprète, il savait tout faire. Ouais. Sacré bonhomme. C'est un authentique. Voilà, c'était un self-made man, c'était vraiment un romantique. Et à l'âge de 17 ans, je commence à faire des papiers pour le groupe Paris-Normandie. Puis évidemment, je regarde le foot à la télé, je regarde Téléfoot. C'est Didier qui présentait à l'époque sur TF1. Et un jour, il vient s'entraîner avec les joueurs du PSG. Mais quand j'y s'entraînais, il s'entraînait avec les joueurs du PSG, ce qui serait juste improbable aujourd'hui. C'est un truc de fou. Impossible. Et à la fin, au camp des loges, je me dis, Karl, tu veux devenir journaliste, si tu ne vas pas voir Roustan, mais t'es siphonné, quoi. Et donc, je vais voir Didier, j'ai 18 piges, je dis à Didier, monsieur Roustan,
j'adore ce que vous faites, voilà, j'aimerais bien venir vous voir. Et Didier me dit, pas de problème, appelle Sylvaine. Et il me donne un numéro de téléphone. Toujours là, c'est la de Sylvaine Mignona, qui est une femme extraordinaire. J'appelle Sylvaine, j'ai rendez-vous à Cognac-Jet et je me souviendrai toujours parce que cette année-là, on est plus très loin de 1984 et en fait de la victoire, c'était même 1984 parce que c'était la victoire de l'équipe de France à l'Euro 84 et Didier passe la nuit à faire un résumé de l'ensemble de ce qui se passe et il fait jouer du Gilberto Gil. Toda mina baiana, teretana, Deus Deu, Deus da, et je lui offre le 33 tours du Gilberto Gil. Ce jour-là, à TF1, j'arrive en costard et tout. Il est très ému que je lui offre ce disque-là. Et il me dit, ben, Jeff, je vais te présenter mes copains. Et il me présente qui? Il me présente à l'époque un certain jeune homme qui devait avoir 25 piges, Pascal Praud, avec des lunettes aussi moches que celles qu'il porte aujourd'hui. Et je fais la connaissance, bien sûr qu'on l'embrasse, et je fais la connaissance, pareil, de Pascal à cette époque-là. Et Didier, en fait, va me permettre de faire plein de choses, et notamment avec comment dire, ses collègues, de faire un reportage à France Toulouse, football féminin. Et tous les dimanches, je donnais les résultats de ma frangine à Didier à la fin de l'émission Téléfoot. Puis voilà, donc je bossais au Paris-Normandie comme pigiste, puis après j'ai donc vu Didier, puis après ça a été les jeux télé, puis après ça a été Michel Péricard avec Evelyne Première. Après, tu vas arriver dans l'antre, dans la Mecque du journalisme à Canal+. C'était un rêve pour toi. Qu'est-ce que représentait Canal à ton époque? C'était vraiment Canal tout puissant. Mon rêve, c'était pas Canal. Mon rêve, c'était Michel Denisot. Parce que Denisot est entré dans la famille, on en reparlera peut-être, mais avec Coluche, avec les Restos du Cœur, avec ses émissions qu'il faisait. Puis moi, je m'étais promis un jour de bosser avec Michel Denisot. Et Michel Denisot, c'était le président du Paris Saint-Germain à l'époque, 91-98. Et je jouais à l'époque avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Marco Taccar, à Chatou, où j'étais joueur, président. Président, là, Chatou. Ouais, exactement, entre 97 et 2004. Tu as fait venir Basile Boli, c'est ça? Exactement, 2004. Et Michel Denisot, ça c'est un truc qui a disparu mais qui était formidable, tu l'as peut-être vécu, décidait les matins des matchs à l'extérieur en Ligue des Champions de faire une équipe de journalistes contre une équipe de dirigeants, les 17 et les 18, on pourrait dire les coiffeurs, arbitrés par Denisot. Bon, autant dire qu'on n'a jamais gagné les journaleux parce que Denisot était tellement malhonnête quand il arbitrait que c'était juste pas possible et il me le dit. Hein. Carlito, on vous a bien baisé. Voilà. Et un jour, on était à Vaduz au Liechtenstein et Michel vient me voir, il me dit « Carlito, tu te démerdes vraiment bien ». On était en 1998 et il me dit « Tu veux pas venir bosser avec moi? Je vais prendre la direction des sports de Canal, tu pourrais être homme de terrain. » Et voilà comment je me retrouve à la fois à bosser avec Michel Denisot et à me retrouver au sein d'une réaction qui était au lendemain de la Coupe du Monde 98. Enfin, juste exceptionnel, tu te rappelles, Ludo. Enfin, là, on a quand même, c'est la liste. C'était Noël au quotidien. Matou, Yanetta, Margoton, Thierry Gilardi, l'immense Thierry, Michel Platini, Aimé Jacquet, Michel Denisot, Denis Balbir, David Berger, David Douillet, que je retrouve à la fin de sa carrière. Le champion olympique. Enfin, oui, c'est ça. Là, pour le coup, c'est la mecque du football. Bah, Messi a eu le Barça, Cristiano Ronaldo le Real Madrid. Toi, tu as eu Canal+. C'est vraiment l'endroit où tout journaliste rêve d'aller. Et puis moi, pour le coup, je le disais, Ludo, c'était un rêve éveillé, quoi. Enfin, je me souviens, j'arrivais d'Evelyne Première, et à l'époque, on me disait, oh, Canal, c'est plus ce que c'était. On était dans les années presque 2000. Ouais, sauf qu'à Canal, j'avais le sentiment de bouffer du foie gras tous les jours, là où moi, je sortais de mon foyer de jambon à Evelyne Première. Enfin, c'était juste exceptionnel. Et petite anecdote, c'est que, rappelle-toi, les matchs de Ligue des Champions, les soirées Ligue des Champions animées par Thierry Gilardi et Michel Platini, les mardis soirs et mercredis soirs, Michel avait une exigence, c'est qu'à la fin de la soirée, tout le monde se retrouve dans un buffet qui était un buffet partagé, avec les câbles opérateurs, avec les maquilleuses, avec les chargés de prod, avec les commentateurs, avec les consultants, avec les personnes qui s'occupaient des vêtements. Ça, c'était l'esprit Canal. C'était l'esprit Canal parce que c'était l'esprit Platoche. Donc tu as atteint l'un de tes objectifs, c'est-à-dire Michel Denisot. Avant Canal, on l'a compris. Mais ce qui va me marquer durant tout ton parcours, Karl, c'est qu'à chaque fois que tu vas aller dans un endroit, quel qu'il soit, un club, une chaîne, une entreprise, tu vas en fait aller au plus haut de tes responsabilités. C'est-à-dire que tu ne te contentes pas d'arriver à Canal+, tu vas en devenir le patron des sports, comme tu seras quelques années après le patron des sports d'ITélé. C'est ça qui me marque dans ton parcours, c'est que tu ne peux pas aller quelque part. On parlera des clubs aussi où tu as joué et que tu as dirigé. Tu ne peux pas aller quelque part sans en devenir le patron. Tu deviens patron
Des sports de Canal, Mais c'est pas rien quand même. Ouais, mais c'est pas ce que je voulais spécialement, Ludo. Moi, si j'aurais pu faire, c'est pas péjoratif, mais j'aurais pu faire le match 3 camps toutes les semaines en étant au bord du terrain. C'était notre passion. Je crois qu'on était à 3 ensemble au Ouais. concert. Ah oui, oui. On a fait quelques eu matchs. bien la gueule avec Jérôme Bretagne. Avec Jérôme Bretagne, avec Alil, avec Edwin Murati. Enfin, puis c'est cette génération qui était qui est toujours sympa, mais pour le coup, on était presque en amitié, etc. Non, j'ai jamais voulu devenir maire de Poissy, député, patron des sports de Canal, directeur d'une première. Je le suis devenu parce que d'abord, je suis passionné. Moi, comme je dis, je bosse depuis l'âge de 17 ans, mais ça fait bientôt 40 ans que je suis en vacances. Je n'ai pas l'impression de bosser. J'ai toujours été passionné. Et puis quelqu'un m'a toujours dit, le travail entraîne le talent, et le talent, la chance et la réussite. Platini, il n'a jamais mis ses coups francs enveloppés où on a l'impression qu'il avait une main à la place du pied comme ça. Papin, il n'a jamais fait ses reprises de volée comme ça. Zizou, ses crochets pareil. Il y a du boulot. Il y a énormément de boulot. Bah, nous, on a bossé. Ouais, parce que ce que tu ne dis pas, c'est que même à Canal+, t'arrivais aux alentours de 7h du matin, t'étais toujours l'un des premiers arrivés, l'un des derniers partis. C'est aussi ça, Caroline. Sur Charlie, moi, j'ai envie qu'on te connaisse un peu mieux, que les gens sachent que derrière le député, le joueur, le président, il y a un travailleur acharné. Oui. Bah, moi, déjà, l'objectif, c'est toujours le premier à dire bonjour. Toujours le premier à dire bonjour. Donc, effectivement, à Canal, j'arrivais à 7h10. On n'était pas nombreux, on était 3 dans la rédac. Il y avait Pipo, Philippe Jeunin, et puis celui qu'on appelle Petit Prof, Cyril Linette, qui a fait une magnifique carrière aussi. Cyril, c'est fabuleux ce qu'il fait. Qui est au COSO maintenant, Exactement, et on lui fait un coucou, en évidemment. Oui. Puis moi, je voulais, et souviens-toi, je passais 2 heures le matin. Bon, déjà, je passais 2 heures le matin, j'étais tranquille, il n'y a pas grand monde en rédaction. Parce que c'est un système décalé, il faut le dire. Hein. Le match, il est à 20h30, il n'est pas à l'heure du déjeuner. Mais ça me permettait aussi de faire ce que j'avais à faire. Et une fois que les copains et les copines arrivaient, toi, je dis copains-copines, je dis pas collègues, j'allais serrer les mains, j'allais claquer des bises. T'étais ce genre de patron, tu mettais pas de distance entre toi et les autres? Non, c'est compliqué. C'est compliqué quand on a vécu, je te le dis, dans une famille nombreuse où on est toujours, je veux dire, à être très tactile, à s'embrasser, etc. Après, il y a des règles et il y a du respect. Moi, je me suis jamais considéré patron et j'ai jamais considéré. Toi, ce matin, par exemple, j'avais des rippers à la maison. Les rippers, c'est les anciens des boueurs. Ils étaient à la maison pour prendre un café. C'est formidable. Et c'est formidable. Et ils sont très contents. Et moi, je suis très content de les recevoir. Donc moi, je n'ai jamais fait, et tu le sais très bien, il n'y a jamais eu de distance entre qui que ce soit. Et encore aujourd'hui, je pense que mes collègues députés me voient plus comme un pote, quelqu'un qui sait déconner, qui sait que quand on est dans le match, on est dans le match. Mais avant le match, tu vas serrer la main à l'adversaire s'il y a un adversaire. Puis après le match, tu vas boire un coup avec lui. Et puis voilà, c'est ça la vie. Heureusement qu'elle est là, la vie, et qu'on sait faire du discernement. Un petit mot sur Cyril Linette, on en a brièvement parlé, que j'ai recroisé il n'y a pas longtemps, aux Grandes Gueules sur RMC, quand on a vu du sport, c'était un vrai plaisir. Son parcours t'étonne, tu décelais déjà chez lui Oui, parce que Cyril, ça a été un énorme bosseur. Et c'est un énorme bosseur qui... alors, on ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable, et loin de là. Hein. Moi, j'aime bien déconner, aller chanter, taper dans le ballon, aller faire mon vélo, aller courir avec mes chiens, partir faire le con avec mon épouse et mes enfants. Cyril, il était vraiment, je dirais, dans la matière qu'il avait choisie. C'est-à-dire qu'il a choisi la direction des sports de Canal. Il a vraiment travaillé sa matière, il a bien poli sa pierre. De la même manière, quand il est parti derrière au PMU, là, je ne doute pas un seul instant que ça va être un super patron du COJO. Mais alors, pas un seul instant. Avec Edgar, bien sûr. Edgar de la Clusa, avec lequel on a joué au foot à la Clusa. C'est vrai. Tu quittes Canal, et ça aussi, c'est une décision très très forte. Et tu vas être contacté assez rapidement par Jean-René Fourtou pour prendre Rugby Club. C'est anciennement les amis des Barbarians. Le rugby, c'est pas évident chez toi tout de suite, ou tu vas très rapidement te faire à leur mentalité, à leurs valeurs, même si j'aime pas trop ce mot chez eux, mais à leurs envies, à leurs habitudes? Déjà, on va se dire les choses, Ludo. Le rugby, c'est pas ma came de départ, puisque moi, c'est le foot, je sais pas ce qu'on veut dire, le foot jusqu'au fond du slip. Mais pour le coup, quand tu es directeur des sports, tu es directeur de tous les sports à Canal. Et puis quand en plus, tu as quelqu'un comme Eric Bail, le patron du rugby à Canal, tu as vite fait d'apprendre. Et puis tu as vite fait d'apprendre les choses. Enfin, je veux dire, on parlait d'une machine avec Cyril Linette. Eric Bail, dans un autre domaine, c'est exactement la même chose avec les amis qui l'ont entouré, juste fabuleux. D'abord, moi, je veux rendre hommage à Alexandre Bompard. Parce qu'Alexandre Bompard, en 2005, arrive en me disant « Karl, on n'a rien à te reprocher, mais je ne peux pas te garder dans mon équipe. »
J'ai dit, je comprends bien, Alexandre. Si tu me considères comme, je lui avais dit, la couille droite de Denisot, pourtant, je pourrais te montrer qu'on peut très bien bosser ensemble. Il m'a dit, j'arrive avec mon équipe et je lui ai dit, moi, je comprends très bien. Tu arrives avec ton équipe, c'est comme un président qui vient avec son entraîneur, etc. J'ai très bien compris. Il me dit, mais comme ça s'est toujours bien passé avec toi, soit tu prends les sports et télé, soit tu prends PSG TV. Et je lui ai dit, ou alors je me casse, Alexandre. Et le lendemain, Ça s'est fait comme ça. je lui ai dit, je prends les sports et télé et PSG TV. Il m'a dit, tu prends les deux? J'ai dit, bah oui, je prends les deux. Et il a été, franchement, il a été extraordinaire avec moi. Parce qu'en général, tu fais pas la moitié des choses et quand tu vas quelque part, c'est pour présider ou en tout cas, c'est pour en prendre la responsabilité. Et Ludo, je pense qu'il y a un truc un message qui est important à dire aux téléspectateurs qui nous regardent, c'est que dans la vie, il faut savoir entrer, rester, quitter l'entreprise. C'est ce que tu as su faire à plusieurs reprises. Et rappelle-toi ce que j'ai dit. Canal, c'est pas évident. Le lendemain, entre guillemets, de mon éviction de la direction des sports de Canal, ce qui est quand même pas rien, j'ai pris la parole devant toute la rédaction en disant, les gars, moi je ne serai pas une chaîne de déraillement, je serai une courroie de transmission. Et il faut tout faire pour qu'Alexandre Bompard réussisse. C'est ça, moi, mon esprit, quel que soit l'endroit où on est. Je te ramène au rugby. Allez. Parce qu'on va retrouver une personne qui a beaucoup compté pour toi. C'est un personnage politique. Et il a imaginé, je l'ai un peu aidé, mais en tout cas, tu vas voir, il est très bon, mais ça va pas t'étonner. Quel joueur de rugby tu pourrais être? Alors d'abord, Karl, c'est un grand sportif, donc il pourrait sûrement jouer à plusieurs postes. Mais je pense que le poste de prédilection que je verrais pour lui, c'est 10. C'est le demi d'ouverture. C'est celui qui oriente le jeu de l'équipe, parce que c'est un joueur de collectif, Karl. Il sait faire briller les autres, et puis il sait prendre ses responsabilités. Et un bon 10, il fait briller les autres, et quand la situation est bloquée, c'est lui qui tente de la débloquer. Donc oui, je pense que Karl fera un très bon demi d'ouverture. C'est l'un des personnages, Pierre Bédier. Tu as fait campagne avec lui. Je crois que c'était pour les Républicains à l'époque. Je crois que c'est lui d'ailleurs qui t'avait ramené aux Républicains. Mais c'est pas le sujet là. Mais c'est quand même quelqu'un avec qui tu as partagé donc beaucoup de choses et je crois que tu partages toujours une vraie. D'abord, merci Ludo parce que là je suis très ému de voir Pierre et c'est des bons choix, tu vois, entre ma frangine et Pierre Bédier. Pierre Bédier, c'est une belle histoire. D'abord, c'est quelqu'un de vrai. Diderot disait, l'homme vrai est celui qui met ses actes en face de ses mots. Pierre Bédier, c'est vraiment un homme vrai. Et puis Pierre, on a une histoire commune qui aurait pu être dramatique. C'est que lui comme moi, on a fait un truc qui s'appelait une méningite herpétique. C'est-à-dire que l'herpès que vous avez partout sur le corps, on l'avait au cerveau. Il a fait beaucoup des bonnes semaines de coma et moi, une bonne semaine de coma. Il l'a fait. C'est ce qu'il a fallu pour t'arrêter, pardon, parce que comme tu t'arrêtes jamais, tu es tout le temps en train de courir. C'est les seules fois peut-être où tu étais au repos. C'est la seule fois où j'ai un arrêt de travail. Voilà. Ça, c'est clair. Et il se trouve que la personne qui a soigné Pierre et qui m'a soigné ensuite est devenue ma femme. Donc on a ça vraiment en fusion, lui et moi. Mais au-delà de ça, il y a des personnes où la loyauté et la fidélité, c'est pas des cailloux dans la chaussure. Et on n'a jamais eu un seul caillou dans la chaussure avec Pierre Bédier. Des personnes qui ont compté dans ta vie. Qui comptent toujours. Et qui comptent toujours, je ne mets pas ça au passé. Et c'est pour ça que, pour Charlie, voilà, on aime bien faire des petites surprises et te ramener aux gens que tu aimes finalement. On t'a entendu un peu tout à l'heure chanter. Je veux m'arrêter un peu sur ça parce que c'est une de tes passions. D'ailleurs, sur ton répondeur, tu chantes. Je pense qu'il y a très peu de députés qui chantent, ou en tout cas qui osent chanter. Tu as fait énormément de karaoké. Daniel Balavoine, Bachelet, sans doute Julien Clerc, Michel Sardou, Michel Delpech. C'est vraiment une passion chez toi. C'est pas un faux semblant. Tu ne donnes pas un air. Tu adores chanter. Moi, Ludo, je veux te dire un truc. C'est je suis moi, les autres sont pris. Donc, il n'est pas né celui qui va me dire ce que je dois faire. Je me souviens à l'époque de Canal, quelqu'un m'a appelé en me disant « Il faut que tu absolument que tu changes tes annonces de répondeur. C'est pas possible. Là, ça fait vraiment guignol, etc. » La personne, elle n'est plus là pour en parler, mais mes messages, ils sont toujours les mêmes. Au point où Jean-René Fourteau, qui est un formidable personnage, le patron du VND, à l'époque où je suis recruté par Jean-René Fourteau, également Claude Bébéard, à qui je pense beaucoup, qui vient de perdre la vie, Henri Lachmann et M. Kampf, pareil à qui on pense, m'appelaient pour me demander de lui faire ses propres répondeurs. Jean-René Fourteau, c'est pas Dédé la Sardine et Jojo les Grands Pieds. Jean-René Fourteau, patron du VND, je lui faisais les imitations sur son répondeur. Oui, parce qu'en fait, ma maman aimait beaucoup chanter. Et déjà en 6e, je faisais partie d'une chorale. Et puis pendant le Covid, il y a une petite dame qui est venue voir en me disant « Monsieur le maire, vous ne voudriez pas nous faire une petite chanson à l'heure du déjeuner, nous on ne voit plus personne, etc. » Je me suis dit « Putain, t'es maire maintenant. » Je me suis dit « Ça lui fait plaisir, il faut leur faire plaisir. » Alors, j'ai déniché
une habitante de Poissy. Ah. On parlera de Poissy parce que forcément, c'est ta ville. Tu as été élu 2 fois maire avec des suffrages d'élection très étonnants, soviétiques presque, 75%. Et la deuxième fois, une réélection en plus, donc c'est encore plus marquant. Mais voilà, un peu s'adresser à toi. Et là aussi, c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup. Je l'ai connu quand il dirigeait le service sportif à Canal+. On s'est croisés plusieurs fois. On avait sympathisé tout de suite parce que c'est un homme que j'adore et il aime bien mon fonctionnement. On se comprend bien tous les deux. C'est une belle amitié, très très belle amitié. Et puis après, quelques années plus tard, en 2014, je ne sais plus, il m'a fait une grande surprise. Je fêtais les 100 ans de ma petite maman, qui est allée jusqu'à 102 d'ailleurs. Et j'ai vu arriver Karl on était dans un restaurant à Poissy pour fêter les 100 ans de maman. Et Karl est arrivé tout d'un coup pour me faire cette grande surprise et venir souhaiter avec nous les 100 ans de ma petite mère. Et ça m'a beaucoup touché. Nuit magique, la roqueuse de diamant, Ticket bleu, l'une des plus grandes chanteuses françaises, c'est Catherine Lara. Ouais. Et Dieu sait si elle, on peut dire qu'elle t'aime. Hein. Ah bah oui. Et puis moi, je l'aime profondément. Comme je dis, c'est ma gamine. Catherine, je l'ai connue, j'avais 17 ans pour mon premier jeu télé. À l'époque où Canal est installé, boulevard de la République, rappelle-toi Ludo, dans les années 80. Et il se trouve qu'en pleine journée, je la trouve au restaurant, donc pas à Canal, mais c'était les studios, ça s'appelait Studio de France, je crois, en plein catering, donc pause restaurant pour Nuit Magique. Nuit Magique et Roqueuse de Diamant. Et Catherine, moi je savais qu'elle était née à Poissy, que son papa était médecin, que sa maman, etc. etc. Et je suis allé la voir, elle m'a dit « Ah, c'est sympa de venir me voir, on a passé notre bac au même endroit. » Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et tu crois pas que je la retrouve quand je deviens mère? T'es fabuleux. On s'est jamais quittés. Hein. Et donc Catherine et son épouse Samantha viennent à la maison regarder des matchs de foot. Et donc mes 2 gamins me disent « Ah, attends, tu vas nous faire venir des vieilles, etc. » Elles viennent à la maison, on se sent la gueule tout le match. Mes 2 garçons, elles partent de la maison, me disent « Dis, elles sont vachement sympas, tes copines. » Mais en fait, c'est des préadolescentes. Bah oui, Catherine, c'est une préadolescente presque à vie, j'ai envie de dire. C'est une femme, mais exceptionnelle. Et elle symbolise vraiment l'une de tes grandes passions, la chanson. Et je voulais pas passer à côté parce que je trouve que ça te caractérise. Nous, on a fait des déplacements en voiture ensemble tous les deux. Et à chaque fois, je t'ai entendu chanter. Donc, je le raconte parce que je l'ai vécu, mais c'est vrai qu'on était ensemble assis l'un à côté de l'autre. Et que tu as une belle voix. Ah bon, après, chanteur, c'est un métier. Ah bah oui. Mais en tout cas, t'aimes ça. Ah oui, t'aimes ça et c'est très important. Maintenant, je te fais juste une petite anecdote, c'est qu'aujourd'hui, sur les bancs de l'Assemblée, dans l'hémicycle, quand j'entends un mot qui fuse de quelque part, je le raccroche à une chanson. À une chanson, bah évidemment. Ouais. Ouais, tu te souviens des paroles. Ah, ouais. En parcourant ton livre, on n'est pas KO, que j'ai lu, que j'ai apprécié, mais on voit, on comprend un peu mieux en fait en lisant ce livre. Et pour tous ceux qui ne te connaissent pas vraiment, ton dynamisme à toute épreuve, tu touches à tout en fait. Tu m'as rappelé un personnage, m'a sauté aux yeux. Alors, journaliste, producteur de télé, chanteur, on vient de le voir, entrepreneur, président de club de foot, homme politique. En fait, t'es un Bernard Tapie des temps modernes. Je ne sais pas comment tu le prends, mais pour moi, c'est d'une évidence le dynamisme que tu montres à toute épreuve dans tout ce que tu as fait déjà jusqu'à aujourd'hui. C'est du Bernard Tapie. Bon, d'abord, j'ai une admiration franchement sans borne pour Monsieur Tapie que j'ai rencontré sur la fin de sa vie et qui m'a fait une préface posthume malheureusement de l'un de mes bouquins qui s'appelait Ce beau pays qui est le mien. Jacques Brel. Oui. Alors après, je vois bien, je pense que, et parfois ça dérange, parce que toucher à tout, ça peut être péjoratif. La vérité, c'est que moi, je te l'ai dit au départ comme toi, moi j'ai toujours voulu être acteur de ma vie, jamais spectateur de celle des autres, jamais. Voilà, moi je veux pouvoir dire le jour où je vais fermer définitivement les yeux que je n'aurai aucun regret sur ce que j'aurais fait. Et j'aurai aucun regret sur ce que j'aurais fait. Alors parfois on fait des conneries. Tapie, Bernard Tapie, il a fait des bêtises. Moi il m'arrive aussi de faire des conneries. Il faut qu'on les assume. Il faut qu'on les assume. Et quand j'ai des conneries, c'est pas tricher, mais on peut faire des mauvais choix. Ça peut arriver, mais il faut assumer. Ludo, je dis souvent qu'il y a celui qui ne tire jamais de pénalty, qui les rate jamais. Bah moi, j'en ai raté des pénaltys, comme M. Tapie a raté des pénaltys. Mais à côté de ceux qu'il a ratés et tous ceux qu'il a réussi,
chapeau bas. Et moi, je suis très heureux, évidemment, de cette comparaison. Ouais, puis même les critiques sont inévitables dans ce que tu fais, dans tout ce que tu as parcouru. Quand on parlait de toi, chanteur, notamment parmi les députés, il y en a qui disent Carl Olive, c'est un beauf. Carl Olive, mais Carl Olive, il est populaire aussi. Si tu as été élu 2 fois dans une ville comme Poissy, et de quelle manière, avec 62% la première fois, 75% la deuxième fois, élu député dans la 12e circonscription des Yvelines également. D'ailleurs, tiens, petite question. Tu vas te représenter à la mairie de Poissy ? Oui, bien sûr. Je vais me représenter. Parce que d'abord, moi, j'ai du sang de la ville de Poissy qui coule dans mes veines, que je suis en fusion avec les habitants de Poissy, les Pissacaises et les Pissacais, et je crois encore avoir beaucoup à donner à Poissy par rapport à des choix qui ne sont pas forcément les miens, mais il y a campagne, et la campagne, c'est des projets face à d'autres projets. Mais j'aime, comme disait ma sœur tout à l'heure, aller sentir le cul des vaches, c'est pas du tout péjoratif, hein, ça c'est un proverbe breton qui est très important. Juste quelque chose par rapport à ce que tu dis, parce que c'est aussi important, il me semble, si on peut envoyer quelques petits messages positifs pour celles et ceux qui nous regardent. D'abord, je prends souvent la formule de Jacques Vendroux, qui est aujourd'hui le président du Variété Club de France, qui dit ceci, qui est une phrase de La Rochefoucauld: si tous ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. Ça, c'est le premier. La deuxième chose, c'est que parfois je me dis, est-ce que tu fais ou est-ce que tu fais pas ? Par exemple, quand la petite dame me dit, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez chanter ? Je me dis, je me pose la question 2 fois. Puis après, je me dis, ça va lui faire plaisir. Si ça lui fait plaisir, peut-être que sa copine, à la fin, on a fait un récital, il y avait 150 personnes. Et cette phrase est la suivante: tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et cette armée de gens, d'autant plus sévère qu'elle ne fait rien du tout. Ça, c'est une phrase que j'ai avec moi en bandoulière. Et une fois qu'on se dit ça, on ne se pose pas la question de savoir si on va réussir, pas réussir. Ce que je sais, c'est qu'ils ont toujours cru que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. À la mairie de Paris, on parle un peu de sport et de la politique, hein, on est là sur Charlie, on ne va pas faire politique, mais tu as pris des mesures qui étaient, me semble-t-il, très intéressantes, notamment concernant le sport. Mais alors ça, ce n'était pas une mesure, mais tu avais instauré ce que tu avais appelé la cavalcade à Poissy. Explique-nous ce que c'était. Oh bah ça vient de Canal, hein. La cavalcade, c'est pas compliqué. Faire un footing dans une forêt, ça c'est très facile. Je le fais très très régulièrement. Puis je rencontre un administré qui, le soir même, m'envoie un message sur les réseaux en disant monsieur le maire, vous devriez proposer aux administrés comme moi de venir courir avec vous. Je me suis dit, attends, ils vont me prendre, et les mecs, ils vont croire que je suis Jesse Owens, que je suis Usain Bolt, que j'ai un melon comme ça. Tu cours beaucoup, c'est ça aussi. Ouais, mais on court beaucoup, mais chacun court à son rythme. Basket, d'ailleurs. Oui, mais chacun court à son rythme. Et donc, on a instauré ça, qu'on a appelé la cavalcade, tous les samedis, donc ce samedi-là, 9h, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il gèle, toute l'année, et chacun vient quand il veut. On fait un petit parcours, 8, 10, 12 km, chacun à son rythme, mais on part à 9h. Coup d'envoi 9h. C'est 9h, hein, c'est pas 9h01, 9h. La petite photo qui va bien, on fait notre petit tour, chacun son rythme, et c'est formidable. 1 an après l'instauration de ça, on est en 2015, il y a un administré qui me dit « Pourquoi tu ne fais pas ce que tu faisais à Canal ? La possibilité de faire du sport pour préparer tes matchs de foot. » J'allais t'en parler. Bah oui. Et tu te rappelles, Deniso, il nous disait, que vous mettiez 1 semaine, 2 jours, 1 heure pour préparer un match, je m'en fous, je m'entends pas le cotillard, mais vous devez être les meilleurs le soir de match. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je me suis dit, putain, peut-être qu'il n'est pas con, il est peut-être pas con, mais c'est un mec de la CGT avec qui j'étais en classe quand j'étais môme, tu vois. Et ben en fait, c'était une super idée. Et on a mis ce dispositif en place, unique en France, encore aujourd'hui, 2017, amélioration des conditions de travail, baisse de l'absentéisme. C'est-à-dire 2 heures, de sport, voilà, dans le cadre du temps de travail, par semaine. La nage avec palme, la marche nordique, la relaxation, le renforcement musculaire, même de la chorale le vendredi, validé par les organisations syndicales, validé par le conseil municipal, validé par la médecine préventive. Donc là aussi, tu as été moqué, mais en fait, c'était aussi pour lutter contre l'absentéisme au travail. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as eu des résultats. Mais j'ai été moqué, mais j'en ai strictement rien à foutre d'avoir été moqué. Ce que je constate, c'est que les agents de la collectivité, ils sont heureux. Et s'ils sont heureux, les élus sont heureux. Et si les élus sont heureux, les habitants sont heureux. Donc, si c'est ils sont heureux, gagnant. Ils travaillent d'autant mieux. Bah, évidemment. Et puis, c'est une pacification des relations sociales, Ludovic. Parce que quand tu es en train de nager avec ton calbar, il n'y a pas de catégorie A, catégorie B, catégorie C. Hein. Quand tu as 68% de femmes qui font cela, alors que sans cela, est-ce qu'elles font du sport ? Pas toutes. Elles continuent de faire la dinette pour les louloutes, elles continuent de faire les devoirs, même si ça change avec les maris, etc. Et tant mieux, mais n'empêche que c'était la réalité.
Et aujourd'hui, on a baissé l'absentéisme quasiment de 5 jours par agent par an sur le temps de travail. Grâce au sport. Grâce au sport. 1 million d'euros d'économie. Vous savez, on a un pays qui est endetté. Si, allez, sur les 35 000 communes de France, on en avait juste 10 000 qui faisaient ça. Bah, c'est pas mal quand même, 10 millions d'euros d'économie. Ouais, ce qui est étonnant, c'est que ça n'a pas été très suivi. Bah non, c'est pourquoi c'est des trucs qui se grèvent pas. Ouais. Je vois de quoi tu parles. Autre mission, j'allais dire d'État, mais ministérielle. Quand on t'a donné, je crois que ça a duré quelques mois, l'objectif de l'insertion dans les quartiers par le sport. Et là aussi, quand on voit les difficultés qu'il peut y avoir, et ça peut se comprendre le plus souvent dans les quartiers, le sport est un allié. Le sport, c'est la santé, Karl. Et tu l'as déjà expliqué à plein de reprises. Mais ça aussi, c'était une mission que tu as pris à bras-le-corps. Ah oui, à oui. l'époque, la ministre, c'était Roxana Maracineanu, je crois. Alors, c'était la ministre des Sports, c'était Roxana Maracineanu. On avait également Jacqueline Gouraud, qui était la ministre du Territoire. Et puis, on avait également la ministre de la Ville, qui... On la retrouvera, mais pareil, le nom m'échappe. Il faut la retrouver parce que c'est une femme qui est juste exceptionnelle, qui est ambassadrice. Mais ta mission, aujourd'hui. parle-moi de ta mission. Bah, ma mission, en fait, on m'a téléphoné pour me dire on vous fait une mission flash pendant 3 mois, est-ce que ça vous intéresse? Je n'étais pas encore député. Sur l'insertion des jeunes entre 12 et 17 ans au travers du sport. Ça a été exceptionnel parce que j'ai multiplié les auditions. Je me suis baladé partout en France, à Marseille, je suis allé en Bretagne, je suis allé dans le Loiret, je suis allé à la montagne, pour voir un peu comment le sport pouvait être appréhendé. Et on a fait 24 préconisations au cours de ce rapport. Et c'est des préconisations qui sont aujourd'hui encore au goût du jour. C'est-à-dire, par exemple, le dernier kilomètre, par exemple, les tiers-lieux qu'on peut mettre au bas des immeubles, ouvrir avec les bailleurs sociaux une grande pièce pour permettre à des personnes qui ont leurs grands frères, leurs petits frères ou leurs petites sœurs de pouvoir bénéficier de ces installations pour faire du hand, pour faire de l'aide aux devoirs, par exemple. Ouvrir les écoles après les cours. Ouvrir les cours d'école après les cours. Bah, toi, par exemple, ça, je vais le proposer dans mes propositions municipales pour... Tu vas être réélu. Ah, il faut faire le match. Hein. Ah, il faut faire le match. Donc, ouvrir les écoles, ouvrir les collèges après tout cela, ouvrir les lycées, c'est juste exceptionnel. Et donc, on a mis ça dans le rapport. Et ce rapport-là, ça fait du bien. Par exemple, former les AESH, les aides justement pour les personnes handicapées, pour les jeunes handicapés au sport. Bah, c'est des choses qui font sens et que tout le monde comprend. Et ça me paraît important. Moi, je pense que le sport est un catalyseur social transversal. On a du sport emploi, du sport santé, du sport citoyenneté, du sport compétition, du sport loisir. Enfin, on voit bien que le sport est transversal. Et aujourd'hui, on a raté quelque chose. Moi, j'ai dit au président Macron il n'y a pas très longtemps. Jeux olympiques. Bah, président, on ne peut pas dire que le sport est une grande cause nationale si c'est simplement pour faire 30 minutes autour d'une préau où on est trempé. Si c'est comme moi, c'est mort, quoi. Je rends hommage à Nadia Hay, voilà, qui était la ministre de la Ville qui m'avait confié cette mission. Mais ça, c'est formidable parce que pour le coup, c'est validé par le terrain. Et moi, je crois vraiment au contrat social de Jean-Jacques Rousseau qui dit que les maisons font la ville, mais les citoyens font la cité. Quand on va voir les citoyens sur le terrain et qu'ils nous valident cela, on sait qu'on peut y aller. Hein. Et le sport ramène un peu de calme, un peu de paix. Et il faut rappeler qu'on va parler un peu de foot, évidemment, mais dans le football, il n'y a pas de sport, il n'y a pas d'autres disciplines où il y a plus d'intégration. Dans le football, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta religion, j'allais dire quel que soit ton sexe aujourd'hui, et heureusement, et ta sœur l'a prouvé la première, il n'y a pas de différence en fait. Oui, et puis on va dire les choses. C'est que moi, maire, député, mais putain, le sport m'a tellement apporté. On est imbibé aux règles du jeu. Toi et moi, on est imbibé aux règles du jeu. Quand on est au foot, la touche, personne ne penserait faire une rentrée de touche avec le pied, puisque c'est avec la main. Si c'est avec le pied, le ballon va à l'adversaire. Il y en a qui ont essayé. Tu es dans le jeu ou en dehors du jeu. Bah, quand tu es en dehors du jeu, tu es hors jeu. Mais qu'est-ce qui se passe dans le sport? On connaît la règle. Bah, moi, je fais connaître la règle à mes agents de la collectivité et entre guillemets à mes habitants. Et quand tout le monde connaît la règle, alors on tape dans la main et on y va. Et celui qui se met en dehors du jeu, bah, il est sanctionné sans état d'âme. Denisot disait « Moi, je ne suis pas responsable de l'état d'âme de l'autre ». Il a bien raison. Nous ne sommes pas responsables de l'état d'âme de l'autre. Quand tu étais maire de Poissy, alors ça, tu ne l'as pas écrit, mais je le pense très fort. Est-ce que l'une de tes plus grandes fiertés, c'est pas d'avoir amené le campus du Paris Saint-Germain, l'un des centres d'entraînement les plus modernes au monde, n'ayons pas peur des mots, 75 hectares, pratiquement 1 millier d'emplois créés, peut-être plus même, tu vas me le dire.
Mais voilà, le Paris Saint-Germain aujourd'hui est à Poissy et j'imagine que pour toi, grand supporter du PSG, ça leur représentait beaucoup. Oui, oui. Alors, c'est une fierté, mais si je te dis les choses, c'est pas ma plus grande fierté. Mais oui, c'est une fierté. D'abord parce que moi, je suis l'enfant, je suis l'enfant du PSG. Ma sœur a été l'enfant du PSG. J'ai bossé avec Michel. Je m'entends très bien avec Nasser Al-Khelaifi, avec Jean-Claude Blanc, avec Victoriano Melero, avec Nicolas Ramillon. Enfin, avec le PSG, c'est ma vie. Avec Michel Prost, qui était à la création du PSG, avec cette génération de Guérin, pardon de le dire, hein, de Guérin, de Rai, d'Algerino, de Moumout, de Laurent Fournier, etc. Enfin, on pourrait les citer, ça fait de Suzik, Suriac, etc. Je déjeunais encore avec Edwin Murati il y a quelques temps. J'ai eu un coup de téléphone de Bouba, de Toko. Enfin, c'est l'autre vie, quoi. Ça a été formidable parce que là, c'est un alignement de planètes. C'est un alignement de planètes avec la ville, le département, la région, la communauté urbaine, les habitants, le PSG, le président du conseil départemental Pierre Bédier, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse. On a un alignement de planètes. Une semaine plus tard, même alignement de planètes dans un autre domaine, la culture, inscription au patrimoine de l'UNESCO de la Villa Savoie à Poissy. Tu te rends compte, ça, dans une vie, dans une carrière, là, pour le coup, c'est formidable. Ma plus belle fierté à Poissy, c'est pas celle-là, c'est qu'on a eu en 1896, on n'était pas là toi et moi, une maison qui s'appelait la Maison Eiffel. Système de tôle emboutie à Poissy, qui était faussement attribué d'ailleurs à Gustave Eiffel, puisque c'est Joseph Danly, un ingénieur belge qui l'avait construite, qui a été ensuite balayée en 1999 par la tempête. Mais quand j'étais môme, je venais visiter cette maison. Et je me suis dit, si un jour je suis maire, je rénoverai cette maison, je la reconstruirai. C'était plus facile de la détruire, de la désinscrire du patrimoine, que de la reconstruire et de la rénover. On l'a rénovée, ça nous a pris 4 grosses années, vraiment un gros travail, de multiples réunions, de rendez-vous. Tout le monde disait, c'est pas possible, on peut rien en faire, etc. Aujourd'hui, tu viens à Poissy, c'est l'endroit où il faut, the place to be. C'est l'endroit qu'il faut aller voir. Ça, c'est une immense fierté. Je te ramène au foot. Un personnage, bon, on n'en parle pas souvent, c'est pas le gars qui dénote, mais je sais que tu es proche de lui et de sa famille, c'est Kylian Mbappé, évidemment. Ouais. Toi, tu lui en veux d'être parti? Non, je n'en veux pas d'être parti. D'abord, je vais te dire un truc. Je suis très heureux que Paris ait recruté Kylian Mbappé. Et puis moi, il se trouve que j'étais très ami avec son oncle, Pierre Mbappé, avec lequel je jouais au foot, à l'époque où on jouait en foot d'entreprise, et que c'est comme ça que j'ai connu la famille Mbappé. Et Wilfried Mbappé, qui joue son papa, qui joue avec nous aux variétés, est un homme formidable. Et à l'époque où je fais du média training, donc la formation de prise de parole en public, grâce à Marco Takar, j'en fais à Monaco. Et je fais le petit Mbappé, à l'époque où on ne connaît pas le Mbappé d'aujourd'hui. Le petit Mbappé, c'est mens sana in corpore sano, hein, un esprit sain dans un corps sain. Hein. Il était déjà au-dessus de tout le monde, y compris intellectuellement. Tu comprends qu'il soit autant critiqué. En France, on a vraiment du mal peut-être avec les gens qui réussissent, qui ont du tempérament, du caractère, et qui n'ont pas peur de dire les choses, comme Kylian n'a jamais peur de dire les choses. Oui, on peut le dire dans le sport, comme dans la culture, comme dans le domaine économique, comme dans le domaine politique. Mais nous, on envie les riches, on envie ceux qui réussissent, on envie les créateurs de richesse. Mais moi, je ne les envie pas, je les admire. Et je suis très heureux de voir des gens qui réussissent. Moi, je suis très heureux de ta réussite, Ludo. Non, mais c'est formidable. Je suis très heureux de la réussite de Kylian Mbappé. Et surtout, je n'oublie pas un truc, c'est qu'on a eu le bonheur d'avoir Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Tu veux que je te rappelle Kylian Mbappé en 2018, le match contre l'Argentine? Tu te rappelles un peu de cette accélération? Tu te rappelles de Kylian Mbappé contre la Croatie? Tu te rappelles la finale au Qatar avec la reprise de volée à l'horizontale? C'est Kylian Mbappé, le reste du monde. Tu as vécu de grandes émotions avec le Paris Saint-Germain. Je prendrais un autre entretien, on ne parlerait que de ça. Mais tu ne les as pas vécu seul en général. Et un autre personnage que tu as connu, que tu connais bien, je crois, c'est toi qui vas me dire, qui justement te parle de ce que vous avez vécu tous les deux. Je crois que c'était extrêmement fort. Effectivement, le PSG a une grande passion, une passion commune. Le padre y a été joueur. Après, il a glissé arbitre. Bon, ça, j'aurais pas eu le courage de devenir arbitre. Il a réussi à le faire. Et je suis également passé par le club dans les catégories jeunes. Et si j'avais un souvenir à donner, c'est tout récemment, hein, c'est la finale de la Champions PSG-Inter, où on a eu l'opportunité et la grande chance d'y assister à Munich. Un moment suspendu dans le temps. Toujours du mal à croire qu'on est champion d'Europe. Et ça, c'est des moments qu'on a partagé avec le padre. À la fin du match, on était comme des fous. Et ça, c'est vraiment des moments de vie qui resteront jusqu'à la fin de nos jours.
Ouais, sans Quentin, c'est un très très grand supporter. Quentin, Hugo, Paco, voilà, t'es le mur porteur, c'est toi qui l'as décrit comme ça. Je voulais pas Céline, évidemment, ta femme. Mais Quentin a joué au foot, attention, c'est pas non plus, il a joué à un très bon niveau. Ah oui, Il est oui. passé par le centre de formation de Dijon. Ouais. Il a même tenté des expériences à l'étranger, aux États-Unis, en Bulgarie. Il m'a raconté tout ça. Ah, J'ai appris beaucoup de choses et c'est un amoureux lui aussi. ah oui, oui, Partagez ça. Ah oui, oui. Et puis moi, je suis d'une immense admiration pour mon fiston, pour Quentin, parce que d'abord, c'est pas simple. Ça n'a jamais été simple pour lui, jamais. Il s'est toujours battu, parfois contre vents et marées, et parfois encore maintenant. Pas Ouais, simple parce qu'il porte ton nom. Oui, c'est pas simple parce que c'est pas pour dire, mais tu t'appelles Olive, tu viens travailler dans un club ou dans ta ville pour laquelle tu es maire. En plus, c'est pas moi évidemment qui recrute mon fils au sein du club, etc. Non, vraiment pas simple pour lui, et c'est d'autant plus méritant. Et là, par exemple, il est directeur commercial à Versailles en National 1. Je suis proche du président de Versailles, mais jamais Quentin va me prévenir qu'il va passer les tests pour aller à Versailles, et jamais le président va me dire que Quentin passe les tests à Versailles. Et c'est tant mieux comme ça. C'est une immense fierté parce que d'abord, c'est un très bon footballeur, Quentin. Il était numéro 6, une grande saucisse. Et il s'est toujours battu. Puis il a une hygiène de vie avec son frère. Il pèse ses aliments, il est au sport le matin et le soir. Il bosse comme un fou. Ça, c'est dans l'ADN du papa et de la maman. Non, mais je suis éperdument admiratif de lui, et je l'aime profondément. Et c'est là qu'on comprend que le foot, le sport même en général, traverse cette famille. Vraiment, qu'on vous a inculqué, on est parti de tes parents. Et on voit bien qu'à travers tes enfants, ta sœur, c'est vraiment un élément qui compte encore aujourd'hui pour toi, parce que même en tant que député, on voit bien que ça ne te quitte jamais en fait. Oui, de toute façon, je pense que le pilier entre la famille, le boulot et le sport, celui-là, c'est vraiment le trépied. Et là, c'est le parfait équilibre. Il faut être très vigilant parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut être très vigilant à préserver cela de toutes nos forces. Mais Quentin comme Hugo, par exemple, aujourd'hui, je pense qu'ils se sont des grands champions de l'Irox. Vous voyez ? Ces grands programmes en salle très à la mode, où ils sont partis à Berlin, ils sont partis à Oslo, ils s'éclatent sur ces choses-là et se challengent parce que c'est des compétiteurs. Et je dirais que mon épouse a aussi un énorme rôle par rapport à cela, parce qu'elle est à la fois très pondératrice de cela, mais tellement derrière tout le monde. Enfin, ça doit être pareil pour toi, mais avoir une épouse qui nous pousse, qui est toujours dans l'ombre, là où elle mériterait 100 000 fois d'être dans la lumière, c'est pas donné à tout le monde. Sans Céline, tes enfants, il n'y aurait pas de Carl Olive? Non, puis depuis longtemps. Enfin, moi, ça fait 31 ans que je suis marié à mon épouse. Cécile, elle a toujours été là, dans les bons, dans les mauvais moments, y compris quand parfois on a des chemins de traverse qui ne sont pas forcément les bons, et qu'on fait des bêtises. Voilà, on a Enfin, moi, j'ai une épouse qui est extraordinaire. Oui, c'est la femme de ma vie. On a cette chance-là. On a dit que Quentin, et on l'a vu, c'est que c'était un très bon joueur de foot. Amel non plus. Vous parlez de Carl Olive, footballeur, avec un immense plaisir. Carl Olive peut jouer partout, en défense, au milieu, en attaque c'est moyen. Latéral droit par exemple, il me fait penser à Manuel Amoros. Milieu de terrain, il me fait penser un petit peu à Patrick Vieira. Il court partout. C'est un bon footballeur qui aurait pu faire une belle carrière. Et en tous les cas, il a les qualités parce qu'il est passionné et il aime vraiment le football. Merci. Moi, je t'ai vu dans une petite vidéo qui s'appelle la lucarne d'Evry. Mala, est-ce que le mur est à distance? Il est à distance. C'est l'arbitre. On peut y aller. On peut y aller. Alors on y va. Allez, clin d'œil comme l'aîné. Ok, c'est parti. Kylian, plat du pied, efficacité. Tout mon respect. Bravo. Du premier coup. Ou comme ça, habillé comme t'es là, avec les chaussures de premier de la classe. T'avais pas de crampons, c'est ça. Tu mets une lucarne. C'était quoi l'objectif? D'abord, l'objectif, Ludo, tu vas bien comprendre, c'est le rapport sur l'insertion des jeunes au travers du sport. Et on me dit, il faut aller à Évry, dans les quartiers soi-disant pourris, absolument pourris de rien du tout. Nos quartiers ont du talent, avec une famille extraordinaire. Dirigée par Manuel Valls. Exactement. La famille Mala, une famille d'origine malienne, famille Mala,
qui décide de faire ce petit jeu, mais c'est pas simplement mettre un coup franc à la Platini dans la Lulu, comme je dis, dans la lucarne. C'est que derrière, moi, je vois très bien le potentiel de ces jeunes-là. Et donc, je propose à Pierre Bédier d'acheter, entre guillemets, 10 étapes de la lucarne. Donc, il crée des simili-lucarnes et ils vont faire le Tour de France avec la lucarne et notamment dans les Yvelines. Et derrière, quand ils viennent à Poissy, je crée un salon de l'emploi autour de la lucarne pour que les jeunes qui viennent tenter leur chance, peut-être qu'ils cherchent du boulot, donc je fais venir des entreprises. Tu vois bien qu'on tire le fil de tout cela. C'est juste extraordinaire. Et alors donc, on me fait tenter ce soir-là, pour mon rapport, « Ah, monsieur le maire, vous n'allez pas partir sans tenter la Lulu ». Je le mets du 3e coup. Il fait 6,7 millions sur TikTok. Oui, parce que j'y fais belle, hein, tu vas bien rosser. Mon double nœud que mon père m'a appris, mes pompes de premier de la classe, et on s'est marré, mais on s'est marré. Mais c'est pas celui-là le meilleur. Le meilleur, c'est pas truqué, là, tu l'avais vraiment dans la lucarne, j'ai vu l'image. Ah bah oui. Non, c'est absolument pas truqué. Mais mieux encore, c'est que je fais la finale 2 ans après des élus, et là, je le mets du premier coup. En finale, je le mets du premier coup. C'était un truc... Donc là, tu as reçu les félicitations de Michel Platini, parce que c'est lui en général. Ah non, c'est Platoche. Platoche, j'appelle, et il me dit, j'ai vu ta lucarne, tu as bien fait de faire... c'est dommage que tu aies fait de la politique parce que tu serais meilleur footballeur. Et Monsieur Macron m'appelle le soir même, il voit la lucarne, et il me dit, mais t'es un fou complet, quoi. J'ai dit, président, je suis peut-être un fou, mais moi, je vais vous amener la lucarne à l'Élysée. On va le faire pour les pièces jaunes avec Madame Macron, puis on va faire une double bonne action. Tu as joué avec Emmanuel Macron avec il a joué avec tes clubs de France. Il a joué avec toi. Et non, mais c'était pour les pièces jaunes. Ouais, c'est vrai. Non, c'est un footballeur. C'est un footballeur. Ouais, c'est un footballeur. Et puis bon, il a mis un penalty dont on a dit qu'il était truqué, et on a bien fait de dire qu'il était truqué. Non, je déconne. Le seul défaut qu'il a, je ne sais pas si tu vas oser le dire, c'est qu'il supporte Marseille. Bon, c'est quand même. C'est pour ça qu'il n'a pas encore mis un pied au centre d'entraînement. Mais le jour où il va venir un pied au centre d'entraînement, je peux te dire un truc, c'est que tu l'emmènes. Attends. Il va repartir avec le maillot du PSG. D'ailleurs, une petite anecdote. Le lendemain, mon fils Quentin, mon Quentin chéri, parle de cette finale à Munich qui était juste, mais comme dans un rêve. Et le lendemain, 93. On est à l'Élysée. Non. 93. Non, la Munich contre l'Inter. PSG, pardon. Non, Marseille de temps en temps. Mais j'ai plein d'amis à Marseille. Hein. Michel Hidalgo, Didier Deschamps, c'était juste fabuleux. Mamadou Diong et tout. Et donc, le lendemain de la victoire du PSG, on se retrouve à l'Élysée pour recevoir les champions avec le président, etc. Et à un moment donné, il y a une photo qui est faite et Nasser, le président, offre un maillot du PSG au président. Et le président dit, bon, on va faire tous une photo ensemble. Et j'appelle le président, je dis, président, donne-moi le maillot parce que là, tu ne vas pas faire une photo avec le maillot du PSG, je te connais, parce que tu vas te faire appeler. Vaut mieux que tu me donnes le maillot. La vérité, c'est que je lui ai demandé le maillot pour que je garde le maillot. Voilà. Quand tu l'as épargné de se faire allumer sur les réseaux. Il n'y a pas de sujet. Non. Il faut dire un truc, c'est que le président Macron, il est très sportif. Hein. Il fait de la boxe 2 fois par semaine. Ça, personne ne le sait, mais je vous le dis. Marc, ça tombe bien, c'est comme il prend beaucoup de Oui. Bon, parfois, il les mérite. Hein. Mais il en prend, il en donne. Et puis, il adore la course à pied, il adore le tennis, il est bon au tennis. Et puis, il s'est mis au football, il adore le foot, quoi. Voilà. Alors, sujet un peu plus sérieux, mais je voulais l'avis, là, pour le coup, du député. Christophe Glaise, journaliste sportif, vient d'être condamné à 7 ans d'emprisonnement pour apologie du terrorisme. C'est un journaliste français qui a été faire son métier en Algérie, qui a été interviewé un dirigeant d'un club algérien et qui se retrouve en prison. Qu'est-ce que ça t'inspire ? C'est compliqué parce que c'est compliqué juste pour une chose. C'est que pour moi, la liberté d'expression et la liberté de penser, ce sont des digues pour la démocratie. Et ce sont des digues contre l'autoritarisme. Et si on n'a pas compris ça ici comme ailleurs, il nous manque quelque chose. Et moi, j'appelle vraiment de mes voeux à ce qu'il puisse y avoir une concorde nationale comme il y a pu y en avoir dans le passé, avec Reporters sans frontières notamment, pour que Christophe puisse retrouver ce qu'il n'aurait jamais dû cesser de faire, c'est-à-dire sa liberté de penser, sa liberté d'expression, et puis sa liberté d'écrire et de faire de bons reportages. Ouais, vous n'aurez pas ma liberté de penser, c'est ça. Un autre chanteur. Je passe un peu du coq à l'âne, mais sur Charlie, on a un partenariat dont on est très fiers avec quelqu'un. Je pense qu'on partage aussi on partage finalement pas mal de choses, mais qu'on a aimé. C'est évidemment Coluche, ce sont les Restos du Cœur. On montrera leur petit clip de campagne 2025, mais c'est des millions de repas servis, c'est plus d'1 million de personnes qui peuvent manger à leur faim pendant quelques jours et ça n'a pas de prix. Et il y a d'autres, on les aide aussi à l'emploi, on leur donne peut-être un peu plus de chance d'avoir accès à la culture,
Donc c'est ça les Restos du Cœur. Qu'est-ce que cette association, je suis certain qu'elle te parle. Ah bah oui, puis tu parles de Coluche, c'est notre enfance. Moi, Coluche, c'est Coluche et Michel Denisot, c'est Coluche et les 33 tours de Coluche quand à l'époque il n'y avait pas de télé, qu'on écoutait à 8 à la maison, assis par terre sur un tourne-disque avec mes parents et mes frères et sœurs. C'est aussi un coup de téléphone que je fais à Europe 1, à l'époque où il travaillait Europe 1, et c'est lui-même qui décroche, et puis c'est le lancement de ces Restos du Cœur. Puis rappelle-toi, 85, puis il y avait eu un match aussi de foot de gala où j'assistais, j'étais tout gamin et il était là, il était dans les buts. Oui, bah, les Restos du Cœur, puis il y a l'épopée Restos du Cœur de Jean-Jacques Goldman, etc. On a des Restos du Cœur à Poissy, et moi je me défends bec et ongles pour que les Restos du Cœur restent à Poissy. On a un sujet immobilier pour le coup, mais évidemment, j'ai presque envie de dire que heureusement et malheureusement, les Restos du Cœur font partie intégrante de nos collectivités et de notre quotidien. On peut s'en plaindre, on peut le déclamer, on peut en faire ce qu'on en veut. La vérité, c'est qu'ils sont là. Il faut se défendre, il faut se battre pour eux. Et il nous manque. Il nous manque plus que jamais. Plus que jamais. Enfin, moi, je suis un enfant de Coluche. Hein. Ah, ça, on l'est. Alors, ouais, les deux. ça c'est clair. C'est une de mes grandes idoles. Voilà. Donc, on pourrait dire que c'est dommageable parce que du coup, il y a encore je n'ose pas dire des millions, mais des gens qui ne mangent pas à leur faim. Beaucoup de jeunes aussi, et la jeunesse. Toi, tu l'as rarement oublié parce que tu en as beaucoup parlé, mais c'est quand même l'un des grands thèmes en France, je trouve, qui est oublié, en tout cas, mis de côté. Et c'est vrai que il faut les aider, et les Restos du Cœur servent aussi à ça. Et les Enfoirés ont lieu dans quelques jours maintenant. Donc, c'est une grande messe et il faut l'accompagner. Oui, puis la première chose quand on est passionné et aussi de musique, c'est d'acheter l'album des Restos du Cœur, parce qu'on sait qu'on fait une belle action. Moi, je suis très sensible effectivement à ces sujets-là, les Restos du Cœur, on pourrait parler de la Croix-Rouge, du Secours populaire, du Secours catholique. On a besoin de ces gens parce que ces gens font partie intégrante de notre beau pays, évidemment. Il faut les aider. Tu parles du CD, je te connais, tu vas l'acheter, mais du coup, tu chantes tout le temps chez toi. Qu'est-ce qu'elle en pense, Céline? Parce que tu travailles ta voix, comment ça se passe? Pour le coup, je crois qu'ils ont tellement entendu, ou leur daron, ou le padré, comme dirait le Valentin, ou elle m'appelle Tounette, ou ma CC m'a entendu que, voilà, oui, j'ai une application qui s'appelle Smule, je me mets mes oreillettes, et puis quand ça me prend, voilà, je vais chanter. Exactement. Tu sais que sur Charlie, on a un petit gimmick, c'est une aventure très personnelle, que j'ai envie de conduire pendant de nombreuses années. On a un petit gimmick parce que Charlie, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, c'est juste un clic. Charlie, c'est 2 i, à ne pas confondre. Je te laisse le faire. Charlie, c'est 2 i, Charlie. 2 i. Charlie. Alors regarde, par contre, il faut que tu t'arrêtes parce que les 2 i sont là. Donc quand tu fais ce mouvement, c'est pas Neymar, hein, comme me l'a dit Pierre Sage, hop, il faut que ça s'arrête et les 2 i sont là. Ah, Charlie, c'est pas comme Poissy. Charlie, c'est 2 i. Ouais, tu reprends. Ouais, c'est ça. Tu peux pas reprendre la gimmick. Hein. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Est-ce que tu... j'ai du mal à croire, c'est tout à fait personnel ce que je dis, hein, mais j'ai quand même lu ton livre, donc j'ai des arguments, que tu vas t'arrêter député. L'un de tes amis, David Douillet, a été ministre. Est-ce que c'est une fonction qui t'appelle? Franchement, c'est pas une fin en soi. Mais vraiment, c'est pas une fin en soi. On m'a tellement dit, tu vas être ministre des Sports, ministre de la Ville. Il y a quelques semaines, on m'a proposé un poste au ministère de la Ville. Je retourne dans ma belle ville de Poissy. C'est ma présidentielle à moi. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Pas plus que certainement toi, qu'on soit les plus heureux. Moi, j'ai souvent, voilà, j'ai perdu ma petite maman en 2015, mon frère en 2016, mon père en 2017, le frère de Brigitte en 2018. On est amputé à vie. J'avais déjà perdu un frère à l'époque, on est à Canal en 2002. Voilà, donc on est amputé à vie, mais la vie est belle. Et qu'est-ce qui peut être plus grave que ça? Je crois qu'il n'y a rien. Donc il faut avancer. Et comme disait Jean-Jacques Goldman, le plus beau reste à venir. Et pour conclure, puisqu'on a commencé par ta famille, je voudrais terminer par ta famille et tes murs porteurs. C'est une anecdote. On a raconté plusieurs anecdotes et je pense que sur Charlie, on a un peu mieux compris qui était Carl Olive. Mais quand tu es élu maire de Poissy, la première chose que tu fais, ça doit être une grande émotion pour toi parce que c'est une belle victoire, puis une victoire écrasante. La première chose que tu fais, et ça ne va pas te rappeler un bon souvenir, c'est que tu finis à l'hôpital, voir ta maman. Voilà, tu n'oublies jamais ses priorités. Je vais voir ma maman qui va mourir malheureusement 6 mois après.
Et je vais la voir parce que je sais que pour elle, c'est une fierté absolue. Oui, vas-y. Et je fais attendre tout le monde, et puis on va prier tous les deux avec ma mère. Ouais. Et, et ce soir-là, elle est fière. Comme une maman. Ce soir-là, il est minuit, je crois qu'il est minuit moins 10. Elle est fière, on est heureux, on s'embrasse et on s'aime. Voilà, c'est ça, c'est aussi ça, Carl. Ouais. Je voulais faire passer ce message parce que tu es quand même souvent tout feu, tout flamme. Ouais. On te voit partout. On l'a dit, tu touches à tout, mais avec beaucoup de réussite. D'où la comparaison avec Bernard Tapie. Mais tu n'en restes pas moins humain. Donc, Oui, puis c'est beau. Enfin, je veux dire, je dis souvent qu'il faut 6 muscles pour sourire, 42 pour faire la gueule. Hein. Donc ça, c'est aussi Coluche. tu préfères sourire. Ah ouais. Et on dit souvent que ceux qui sourient sont en bonne santé. Ouais, exactement. Le sport, c'est la santé. Ouais, donc là, on a fait le tour. Voilà. Donc Charlie, hein, c'est deux. Moi, je te souhaite le meilleur. L'élection à Poissy, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais comme on se connaît et que je t'aime bien, je vais quand même le dire. De retrouver tes concitoyens. C'est ça, les Pessaquets. Et puis de reprendre la cavalcade, même si toi, tu n'as jamais arrêté. Ah ouais, non, ça, c'est clair. Ouais. Ah, et puis demain, avec les 2 chiens. Voilà, Rocky et Félix. Voilà, demain, c'est parti, 9h. Demain, 9h. 9h la cavalcade. Eh bien, c'était l'occasion de mieux connaître Carl Olive sur Charlie. Merci. Merci Ludo. Vrai plaisir. Et on croise les doigts et bon vent à Charlie. Avec toi, Charlie, avec Carl Olive. C'est fini.